Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, je suis en présence d'Emmanuel Gillard, qui donc tu es biérologue, mais tu es aussi fondateur du projet Amertume. Je vais juste dans un premier temps te laisser te présenter. Eh bien, tout d'abord, merci Alexandre de m'avoir invité. C'est très sympathique de ta part, ça me fait vraiment plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Alors, projet Amertume, c'est pas une société, c'est un projet unipersonnel qui a été créé au début des années 2000. Et donc qui, de ce fait, est un témoin, un spectateur depuis le début de la renaissance du monde craft français. Au départ, l'idée c'était essentiellement, vu que ma grande spécialité c'est la dégustation, mais de consigner mes écrits de dégustation, donc les fameuses fiches de dégustation, qu'il y en a bientôt presque 20 000. Ça sera 20 000 bières différentes en 2023. Et puis petit à petit, je me suis vraiment intéressé à ce qui se passait sur la scène brassicole française. J'ai commencé à écrire des articles pour différents magazines et finalement donc le site s'est enrichi de la liste des brasseries françaises en activité, des brasseries fermées, des brasseurs nomades, d'une carte des brasseries françaises, de billets d'humeur. Et puis également d'une base de données de livres, d'articles de presse. Il y a un peu plus de 20 000 articles de presse, enfin de références d'articles de presse qui sont disponibles dedans, qui correspondent peu ou prou à tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un blog personnel sans prétention, à l'esthétique correspondant à ce qui se faisait de mieux il y a 20 ans et qui n'a pas bougé depuis. Il est ancré dans son époque, en effet. Voilà, il trempe dans son jus. Houblonné. Ouais, donc du coup, comme tu le disais, c'est un projet, donc tu fais ça, toi, on va dire, je pense, sur ton temps libre, en parallèle de ton activité professionnelle. C'est, à la base, ouais, comme tu l'expliques, c'est né en gros un peu comme une sorte de bloc-notes pour te souvenir de ce que tu dégustais et garder notes consignées de ce que tu avais bu, et ça a évolué par la suite. C'est quand même devenu quelque chose d'assez, en tout cas visuellement de l'extérieur, colossal en termes de travail, de nombre de brasseries, de bières dégustées et référencées. Ça te prend combien de temps de travailler sur ce projet ? Alors, sur ces 3 dernières années, je me suis amusé à mesurer justement un petit peu ce temps, parce que j'avais un petit peu de mal à voir où j'en étais. Et grosso modo, je passe à peu près 6h30 par jour pour ma passion pour la bière, en Ok. plus de mon travail. Et par exemple, rien que la partie gestion des brasseries françaises, ça fait 1h15. Parce que les gens voient une chose, c'est il y a une nouvelle brasserie. Mhm. Mais en fait, de temps en temps, les brasseries elles ferment aussi. Je pense qu'on en C'est vrai. parlera. Ça, Et on en en voit moins en général, plus. pardon? Enfin, ça, on le voit moins en plus quand une brasserie ferme en général. Voilà, tout Des à fois, fait. ça meurt dans le silence et dans l'oubli. Oui, et puis alors c'est très sympa quand ils font un dernier petit adieu sur les réseaux sociaux ou quand quelqu'un me prévient. Mais c'est vrai que dans la base de données des brasseries de projet Amertume, t'as le nom, t'as l'adresse, donc ça implique les déménagements, t'as les différents contacts avec les fonctions des personnes, t'as les emails, le téléphone portable, page Facebook, page Instagram, le sirène de la brasserie, toutes des flags pour dire est-ce que c'est une ferme brasserie, est-ce qu'il produit son orge, son houblon, est-ce qu'il malte lui-même, est-ce que sa gamme est majoritairement biologique, est-ce qu'il pratique la restauration, est-ce que c'est une brasserie pédagogique, est-ce que c'est une brasserie, un atelier de brassage, est-ce que c'est un brew-pub, est-ce que c'est une brasserie associative. Tu vas retrouver le sirène, tu vas retrouver l'historique de production, tu vas retrouver les gammes de bières, les activités complémentaires, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui avaient d'autres activités et sont passés ont rajouté la bière dans leurs activités, ou inversement des gens qui tout simplement ont plusieurs métiers. Et donc tu vas retrouver également tout l'historique avec les adresses qu'ont occupé successivement la brasserie,
trouver également les différents gérants au fil du temps. Voilà, l'idée c'est pas que le temps réel, c'est pas d'être dans le buzz pour dire j'ai la dernière brasserie, Oui. j'y arriverai jamais. J'ai 25 pages de brasserie à traiter. Et j'ai un cahier des charges assez clair, précis, qui fait que je me dois de vérifier l'effectivité du brassage avant d'être référencé sur Projet Amertume. Et donc il y a toujours un décalage et ça arrive même parfois que je ferme une brasserie avant même qu'elle soit ouverte. Donc je crée l'ouverture et la fermeture en même temps. Mais ce côté historique m'intéresse fortement parce que l'idée c'est aussi de garder une empreinte de ce qui s'est passé et de cette révolution craft qu'on vit avec une telle intensité qu'on trouve ça quelque part normal, mais on en vient à oublier ce qui s'est passé il y a 5 ans, ce qui s'est passé il y a 10 ans, les acteurs qui ont démarré la bière craft en France. L'époque où lorsque tu allais voir ton banquier et que tu disais que tu allais ouvrir une microbrasserie, il n'arrivait même pas à trouver de fiches correspondantes dans sa base de données pour savoir quel était le niveau de risque. Donc c'est bien dire à quel point c'était pas facile à l'époque. Donc voilà. C'est vrai que maintenant tu te trouves avec des générations de personnes passionnées dans la bière, mais qui parfois ne connaissent que 5 ans. Oui, bien sûr. Connaissent tous les styles récents, mais ne connaissent pas leurs grands classiques, ne savent pas faire la différence entre une Helles, une Dortmunder, par exemple, au niveau allemand, où n'en ont même jamais goûté. Mm. Ouais. Petite question sur la méthodologie. Tu t'organises comment pour référencer ces brasseries? Est-ce que toi, tu as un travail de recherche constante? Toi, tu fais une veille? Tu as aussi des contacts avec les brasseries qui te remontent des informations? Ça se passe comment à ce niveau-là? Alors il y a plusieurs moyens. Donc le premier c'est vous, Monsieur Tout le Monde, qui via la liste des brasseries sur le site Projet Amertume remplissent le formulaire de référencement. Et donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai déjà les données prédigérées. Il ne me reste plus qu'à vérifier ces données et puis les intégrer dans la base. Après, je reçois quand même énormément de mails. Et avec le temps, j'ai aussi mon réseau d'informateurs où, imagine que si dans chaque département, tu avais une personne qui fait ce travail et qui me le renvoie, là, ça serait absolument parfait parce que pour le coup, t'es bien au courant de ce qui se passe autour de chez toi. Moi, en l'occurrence, Grenoble, Rhône-Alpes, c'est bien. Mais voilà quoi, en Anjou par exemple, là où tu résides, je pense que j'ai un peu plus de mal à avoir les informations. Donc Oui, bien une sûr. fois que j'ai les informations, ça passe systématiquement par une phase de contact du brasseur, ce qui me permet déjà d'avoir de la discussion avec eux, ce qui est toujours sympathique, hein, parce que la bière c'est pas une finalité en soi, hein, c'est aussi Oui, les bien gens sûr. qui sont derrière. Et ce contact s'établit, j'ai la preuve qu'on brasse, c'est référencé, ou le contact ne s'établit pas, mais j'ai un faisceau de preuves qui me dit qu'effectivement ça brasse, ils sont dans des festivals, et, j'ai vu des photos de leur outil de brassage sur les réseaux sociaux ou autres, Mm. et à ce moment-là, je les référence. Voilà, c'est une spécificité française, on n'a pas de liste officielle des brasseries en activité. Les seules personnes qui pourraient avoir cette liste, c'est les douanes, et les douanes ne communiquent pas sur les déclarations qui sont réalisées. Donc tu peux partir à la pêche sur des sites en allant chercher le compte, enfin le code NAF, hein, c'est-à-dire finalement le métier 1105Z qui correspond au brasseur. Mais là-dedans, tu vas trouver 30% de brasseries fermées parfois depuis des années, plein de gens qui ne brassent pas, mais qui sont des brasseurs nomades ou des distributeurs. Et puis par contre, tu vas trouver plein de gens qui brassent, mais qui ne sont pas sous ce code NAF. Donc par exemple un viticulteur qui fait également de la bière, ou un restaurateur, ou voilà. Donc il n'y a pas de moyen simple, et c'est finalement l'intérêt du jeu, de pas avoir quelque chose de tout fait, tout prêt. Donc combien de brasseries en France aujourd'hui est-ce qu'il y a en activité? Mystère et boule de gomme, on dira entre, enfin moi j'estime ça entre 2500 et 2700.
Ouais. Mais bon, Et au final, est-ce que c'est vraiment important? sur Projet Amertume, tu en références combien pour le moment? Je crois que je suis à un peu plus de 2500. D'accord. Donc, 2500. dans ce que je comprends, en gros, c'est que tu pars du principe qu'il y a potentiellement encore un certain nombre de brasseries existantes en activité que tu n'as pas forcément référencées. Bah déjà, voilà, j'ai 25 pages de brasseries que je dois référencer. Elles sont pas toutes D'accord, ouais. référençables. Elles sont classées selon 6 niveaux de maturité. Ouais. Et quand elles passent au niveau 6, c'est là, en effet, j'ai toutes les infos. Ben, il faut juste le temps que je rentre les infos dans la base de données. Donc, ces 25 pages, c'est à peu près tout ce qui bouge. Parfois, les projets n'aboutissent pas, hein. Donc, à un certain moment, je les passe en mode archive. Euh, Derrière, parfois, il aboutit, mais sous un nom différent. Donc, il faut faire des recoupages, etc. Donc, oui. Et puis, dans celles qui sont référencées, inversement, Mhm. ben, t'en as qui ne sont plus en activité et c'est pas nécessairement facile. J'utilise des moyens parfois un peu détournés, par exemple Untapped qui me permet de faire une requête et de voir de quand datent les dernières bières dégustées pour cette brasserie. Donc ça me permet de D'accord. voir si la brasserie a encore de l'activité. Voilà, c'est un moyen. Bien sûr, ouais. Tu disais quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que tu t'assures de le fait que la brasserie ait une production. Donc en fait, c'est ça qui caractérise le fait que ce soit une brasserie. Tu veux pas référencer une marque qui ferait brasser à façon ailleurs. Alors si, mais pas de la même manière. D'accord. Parce que c'est pas le même travail, c'est pas le même métier. Donc en fait, les statuts dans la base de données, t'en as quatre. Hein, c'est Mhm. brasserie ou nomade, ouvert ou fermé. Nomade au sens large du terme, ça veut dire soit Gypsy, le brasseur qui brasse lui-même, mais dans les installations d'un autre, qui parfois investit dans ses propres fermenteurs à côté, vu que c'est souvent la partie bloc froid qui dimensionne la production d'une brasserie. Et puis après, tu vas avoir les distributeurs et les nomades qui finalement envoient un cahier des charges plus ou moins complexe à une entreprise et qui va leur fournir un produit. C'est pas le même niveau d'implication. Bien sûr. Et cette vérification, pour moi, c'est important parce que derrière le métier de brasseur, c'est un métier qui est très compliqué, avec énormément de facettes différentes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui se doivent d'être bricoleurs, biologistes, commerciaux, administratifs, dans un milieu où tu transportes des charges, où tu as du chaud, du froid, où tu as quand même des risques aussi sur la qualité du produit fini. Mais enfin, ça, c'est aussi l'intérêt du métier pour le coup. Donc, c'est vrai que j'ai pas envie de référencer quelqu'un comme brasseur s'il ne l'est pas. Euh, Sûr. et inversement. D'accord. Euh, pour les. Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure, tu disais qu'il y avait environ 2500 brasseries en France, en tout cas de ce que tu as référencé actuellement. Ça représentait combien d'ouvertures sur 2022 Euh, encore une fois, selon tes statistiques? de mémoire, je vais pas dire de bêtises, faudrait que je retrouve exactement. Attends, j'ai les chiffres ici. Je crois qu'on a dans les un peu plus de 260 ouvertures. Pong pong. Bon, on a un peu moins d'une ouverture par jour pour l'instant. D'accord. Eh ben donc 312 nouvelles brasseries Oui, qui ont été créées. Donc on c'est n'est quand même un beau plus chiffre. dans les 4 années folles où on était à plus d'une ouverture par jour. Mais Oui, mais ça, il y a ça reste encore quand une même très bonne dynamique. considérable. Ouais. Oui, tout à fait. En parallèle, tu as une idée du nombre de fermetures sur la même période? Oui, donc il y en avait 60. 60. Oui, donc on reste sur un marché qui est encore en croissance, en tout cas sur le nombre de brasseries ouvertes. Oui, alors faut relativiser parce que le marché il est en croissance parce que le consommateur a un vrai intérêt pour la Mhm. bière craft parce que la capacité de production en France qui était déficitaire et qui est obligé mécaniquement à l'importation, voilà, les industriels comme les petits sont venus apporter leur pierre à l'édifice et donc on est maintenant en capacité
de produire suffisamment. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait 2500 ou même 5000 brasseries, outre le fait que c'est sympa à dire parce que c'est quand même le pays d'Europe où il y a le plus de brasseries, la plupart sont très très petites et ça c'est une caractéristique quand même typique de la France. Donc voilà, tu as trois types d'acteurs, les petits, les moyens et les gros. Légalement, ils sortent le même produit qui est de la bière. Dans la pratique, ce sont des métiers différents et ce seront des enjeux et des challenges différents pour leur évolution dans le futur. Donc Oui, voilà, bien sûr. faut pas s'arrêter uniquement au nombre et à la Oui, création, mais évidemment. c'est vrai que la création, je suis moi-même étonné après tout ce qu'on a vécu en termes de pandémie mondiale, de guerre en Bien sûr. Ukraine et ce qu'on vit encore maintenant de difficultés d'approvisionnement et d'inflation qui pénalisent énormément le monde de la bière. Je suis impressionné de la quantité de projets qui arrivent maintenant, d'autant plus que ce sont des projets qui sont mieux préparés, Mhm. beaucoup plus réfléchis qu'il y a quelques années. D'ailleurs, sur cette, tu parles de projets plus réfléchis, plus matures à la création. Selon toi, ça vient principalement du marché qui a évolué et qui nécessite d'être déjà plus préparé pour pouvoir s'installer. C'est aussi peut-être une conséquence peut-être de banques qui sont plus regardantes pour dans quoi elles vont investir. Un marché Bah, qui est peut-être c'est ça, mais d'autres choses. D'une manière générale, ce boom de la bière, il a un peu pris de court les autorités, la Direction générale de la répression des fraudes, les douanes, etc. Enfin bon, au début, on est passé de la méfiance de tous ces jeunes acteurs qui démarraient et qui d'ailleurs souvent produisait une bière à la qualité contestable et parfois oubliait de se signaler aux douanes. Donc maintenant, on est rentré dans quelque chose où c'est beaucoup plus propre, documenté. Il y a des bonnes relations via les syndicats de brasseurs qui s'opèrent avec la Direction générale de la répression des fraudes et avec les douanes. Il y a des outils de communication très utiles pour les brasseurs, comme des sites comme Broulalous ou autres. Il y a des écrits qui ont été rédigés pour vulgariser et faciliter le travail. Et puis il y a des retours d'expérience aussi sur le marketing de la bière craft, les outils et les moyens d'y parvenir. Mais encore une fois, tout dépend de ton projet et de ta taille. Si ton objectif c'est une entreprise, et c'est finalement ce qui marche bien pour l'instant, hein, unipersonnelle, où t'as pas envie de passer à deux, parce qu'en France, quand tu passes à deux, bah, tu changes de statut d'entreprise, et puis quelque part, bah, tu as un salaire à payer, et ce sont d'autres contraintes, et que tu pratiques la vente au maximum en direct, parce que c'est le cas. Maintenant, les brasseries sont ouvertes pour la plupart au public, alors qu'il y a quelques années, rentrer dans une brasserie, c'était pas simple parce que c'était pas nécessairement prévu pour, et on te disait que pour des raisons d'hygiène, tu ne pouvais pas y aller. Eh bien, à ce moment-là, oui, il y a plusieurs milliers de brasseries comme ça en France qui sont capables de faire vivre une personne avec une production de 200 à 400 hectos qui dépend surtout en fait de l'endroit où tu vis et du coût de la vie sur place. Donc ces gens-là, pour moi, c'est l'image que j'ai, c'est un petit peu celle des boulangers. On n'a jamais dit, il y a trop de boulangers. Au contraire, on râle qu'il n'y ait pas une oui, bien boulangerie sûr. juste à côté. Ben voilà quoi. Donc ces gens-là, il peut y en avoir un par village ou un par quartier dans une ville. Je m'en fais pas pour eux. On est dans ce modèle pour l'instant de la vente directe, de s'intéresser à la bière, mais s'intéresser aux valeurs qu'il y a derrière et aux hommes avec un grand H qui sont derrière. Et ce modèle-là est le bon vu que t'as le contact direct avec le client, t'as le retour en direct des clients sur ce qu'ils attendent et ce qu'ils ont pensé de tes produits. Donc voilà, tu cumules les bons points. Mais tout ça pour dire qu'en gros, il n'y a pas que le nombre et que entre les petites brasseries, les moyennes et les grosses, les enjeux sont différents. Mhm. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser, j'ai un ami qui vient de me partager ce matin un article d'un journal local qui parle des brasseries d'Indre-et-Loire et en effet qui référence un peu sur une carte les différentes brasseries de la région
en indiquant le nombre de salariés et les hectolitres produits. C'est vrai que en fait, tu te rends rapidement compte qu'il y a beaucoup de très petites brasseries. Là, je vois des brasseries qui sont à un salarié, activité annexe, qui sont à 20, 40, 60 hectolitres par an. C'est des petits volumes, c'est des 200 hectolitres. Au final, les plus grosses brasseries référencées dans le secteur, elles font à peine 2000 hectolitres. Il y a la petite messe qui monte à 2000, un peu plus de 2000, tu vois, mais c'est une grande majorité de toutes petites brasseries. Tout à fait. Bah, écoute, en Indre-et-Loire, moi là sur Projet Amertume, j'en ai 25 en activité, donc je sais pas combien sont référencés sur ton Moins que ça. article, mais c'est le genre d'article qui m'intéresse. Voilà, Bah, déjà. je te partagerai les photos, il n'y a pas de problème. Ah, bah, c'est très gentil de ta part. Donc, quand on parlait de savoir comment je récupérais les infos, c'est Ouais. aussi par ce genre de billets. Oui, mais c'est vrai que ce sont des. En fait, oui, ça faisait rire les gros brasseurs au début. Après, ils ont changé un peu leur fusil d'épaule quand ils se sont rendus compte que c'était un mouvement qui était fait pour durer, que c'était pas quelque chose qui avait un début et une fin, parce que pour moi, il y a eu une révolution, donc un changement à un instant T, mais il n'y aura pas de retour en arrière dans le sens standardisation des produits comme on a pu l'avoir dans les années 70, 80. Donc après avoir s'être moqué gentiment, les gros ils ont pris un peu peur et puis finalement ils se sont rendus compte que déjà qu'ils ne pouvaient pas empêcher, ça aurait été le seul pays, la France, qui l'aurait empêché, ces petits d'éclore. Ils auraient pu, en disant attention, ils n'ont pas une machine qui permet de vérifier qu'il n'y a pas un petit morceau de verre dans une bouteille, donc c'est dangereux pour la santé. Bon, et la machine elle vaut 350 000 €, donc forcément l'accès sur le marché aurait été compliqué. Et ils se sont dit qu'au final, c'était bien parce que ça rendait auprès du grand public l'image de la bière craft. Et de toute façon, Ouais. maintenant, on n'est plus dans la course au volume. Et puis de manière générale, j'ai l'impression que le mouvement craft a redonné un intérêt aux consommateurs pour la bière, qui était un peu devenue une boisson un peu, alors certes très consommée, mais un peu moins valorisée, un peu oubliée, et ça a redonné un peu d'intérêt à cette boisson. De toute façon, elle a été oubliée et moins valorisée parce que franchement, elle n'était pas intéressante. Donc voilà, c'est le reflet du marché. Si tu regardes un peu ce qui se passe pour l'instant dans le monde, moi j'étais toujours impressionné par le cidre qui avait cet aspect vieillot et sur lesquels il y a aucun marketing, aucun intérêt dans les produits que tu trouves en supermarché, alors qu'il y a des producteurs qui sont super sympas. Et maintenant, on parle du cidre parce qu'ils font leur révolution craft aussi. Donc oui, c'était pas très intéressant il y a quelques années. Et oui, la bière est devenue en 2022 la boisson préférée des Français, devançant pour la première fois le vin. Et oui, il y a des bonnes raisons d'espérer parce que avec une consommation par habitant de bière de 33 litres par an, qui est la plus basse. Alors bon, on a à peu près égalité avec l'Italie au niveau européen. Ça prouve qu'il y a encore des vraies marches d'évolution derrière. Et puis encore une fois, les gros brasseurs, ils se sont dit. Déjà, je me rappelle, le patron de Cronenbourg en 2010, il disait que quand il vendait une 1664, ça lui faisait la même marche que de vendre 24 Cronenbourg. Ouais. Donc on n'est plus dans la course, au volume. Donc finalement, cet aspect craft les intéresse et donc ils se mettent à produire de la pseudo-craft, c'est-à-dire récupérer les codes de la craft. De manière générale, en France, il y a aussi une tendance, quoi qu'il arrive, à moins consommer d'alcool, je veux dire. Ça se voit sur à peu près tous les univers d'alcool. Donc, je pense que pour eux, c'est aussi une stratégie importante de se réorienter vers des produits plus valorisés, à meilleure marge, quitte à ce que le Français consomme moins, autant qu'il rapporte, au moins essayer de faire qu'il rapporte autant. Oui, de toute façon, là, on est dans des considérations de santé. Moi, je vois vraiment autour de moi les jeunes abordent l'alcool différemment. Alors, je parle pas dans l'absolu. Il y a toujours des beuveries
derrière et on peut y trouver de la bière comme d'autres produits. C'est vrai qu'on est dans une tendance lourde de consommer moins d'alcool et d'une manière générale de prendre plus soin d'accorder plus de soin à son corps, son esprit, et c'est une très bonne chose. Donc les industriels s'en rendent compte, c'est la création tous ces produits NOLO, donc sans alcool ou faiblement alcoolisés, qui au début c'était problématique, ne pouvaient être produits que par les gros, vu que c'était des méthodes de production, d'évaporation sous vide par exemple, ou de centrifugation, qui étaient lourdes à mettre en œuvre. Et puis maintenant, il y a ces fameuses levures maltose négatives et toutes les recherches qui aboutissent sur le sujet, qui permettent d'avoir des bières sans alcool qui sont intéressantes. Donc finalement, tu te rends compte que les bières sans alcool, ils se font des grosses marches sur ce produit. C'est un peu la poule aux œufs d'or, même si ça ne représente qu'encore que 5% du marché. En volume, on est déjà à 8% en valeur. Voilà. Oui, puis c'est arrivé, ce n'est que 5% en volume pour le moment, mais c'est 5% en volume qui sont développés assez rapidement ces dernières années. La bière sans alcool en France, elle a toujours existé. Elle portait pas ce nom-là. C'était un peu c'était le panaché, quoi. Hein. C'est vrai. Mais tous les succès, tous les lancements n'ont jamais abouti. Et la preuve que maintenant c'est mature, c'est que avant, si je prends l'exemple de Heineken, s'il voulait produire une bière sans alcool, il l'a lancé sous un nom tierce qui n'engageait pas entre guillemets la marque Heineken derrière, qui est quand même leur marque phare. Maintenant, il n'y a plus de souci à faire une Heineken 0.0. Donc le simple fait que elle porte ce nom, ça prouve que quelque part le produit est mature et qu'ils y croient. Oui, il y a la première Trappist sans alcool là qui est sortie. Hein. Oui, j'ai vu passer ça en effet. J'ai pas encore goûté. Est-ce que tu as une idée du volume produit en France annuellement au global ? Oui, je crois qu'on est à 23,2 millions d'hectolitres produits par an. Alors de mémoire, hein, donc je me trompe peut-être, mais on est donc en sachant que on est toujours en déficit en termes de production, donc par rapport à la consommation. Parce que là, tu m'as bien posé la question de la production, hein. Oui. Donc de ce fait, il y a toujours nécessité, et il y aura de toute façon toujours nécessité par intérêt des consommateurs d'importer, mais là mécaniquement, on reste quand même dans une cinétique où on est obligé d'importer. Donc la production, on était, les derniers chiffres, je t'ai dit une bêtise, j'ai inversé les chiffres, c'est 21,3 millions d'hectolitres. D'accord. Et parce que ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'on est encore en déficit de production par rapport à la consommation. Et pourtant, on disait qu'on était le pays européen avec le plus de brasseries et aussi le pays européen qui consommait le moins de bière. Oui. Donc au final, il y a encore un peu de potentiel. Il y a du potentiel. Et le principal potentiel, c'est que le consommateur, si on ne le dégoûte pas du produit, il leur demande. Et il leur demande d'autant plus que toute la filière est enfin mise en place pour, dans chaque région de France, produire des bières, alors qu'on peut qualifier de terroir, mais en tout cas qui sont locales dans le sens où les ingrédients et le circuit de distribution du produit fini reste dans un périmètre, proviennent d'un périmètre limité. Et ça c'est quelque chose dont les Français sont très demandeurs. Donc déjà, c'est le plus important, c'est qu'il y a une vraie demande pour cela. Voilà, c'est à la limite, on peut se poser la question de se dire des brasseries dont l'objectif finalement c'est de s'adresser à un tout petit pourcentage de la population, les beer geeks, qui sont dans la recherche de l'éphémère, de la nouvelle recette permanente. On peut légitimement se demander quels avenirs elles ont. Déjà, moi je me vois mal en tant que brasseur faire ça jusqu'à ma retraite, avoir ce tel niveau d'innovation, de créativité, etc.
J'ai quand même l'impression que les gens vont se lasser de cette mode des bières éphémères et qu'on va revenir vers quelque chose qui sera plus équilibré, avec des gammes qui repèrent sur lesquels les consommateurs pourront plus facilement retrouver des produits phares, mais on peut aussi se poser la question de l'intérêt de ça, même sur le plan environnemental, développement durable, vu que des consommateurs Beer Kick, pour pouvoir les atteindre, c'est directement une distribution nationale. Donc et des ingrédients qui viennent des quatre coins du monde, donc c'est sûr que c'est pas ces entreprises-là qui sont les plus vertes, et ça aussi c'est quelque chose qui est important pour les prochaines années. Oui, c'est vrai que là-dessus, il y a des gros intérêts, des grosses tendances, des grosses demandes sur de la production plus éco-friendly, en tout cas basse bateau carbone et ainsi de suite. Et c'est vrai que là, on n'en parle pas forcément énormément, mais la craft est quand même loin d'être la mieux placée là-dessus. Ah bah de toute façon, si tu veux vraiment être éco-friendly, tu bois de l'eau, hein. Oui, c'est vrai. Tu bois pas de la bière, ça c'est sûr. Ce qui n'empêche pas de prendre les devants et ne pas attendre que le législateur sévisse Enfin, moi je suis vraiment épaté parce que en France, voilà, déjà c'est autre différence, c'est que c'est le premier pays au monde en pourcentage de marques de brasserie, de marques de bière pardon bio. Donc on en est à peu près à 13%. Une bière sur 8 produite en France a le logo bio. Je parle en référence, je parle pas en volume vendu, hein. Oui, oui. Et ça c'est assez colossal, hein. Oui, c'est assez dingue. Je reviens sur donc on parlait des volumes produits annuellement en France. Est-ce que tu as une idée de la proportion des volumes produits par des petites brasseries? Oui, alors c'est assez compliqué parce que déjà, la première chose, c'est que il y a qu'une seule définition légale de quelles sont les catégories de brasserie, c'est 200 000 hectos, dans le cadre d'une directive européenne où on te dit, bon ben voilà, c'est les axes sur la bière, en dessous de 200 000 tu payes autant, et au-dessus de 200 000 tu payes 2 fois plus. Donc 200 000, si tu prends ça pour la Belgique, il y a pas mal d'acteurs qui sont au-dessus. En France, il y en a très peu. Même des historiques connus comme Météor, ils sont à 100 000 derrière. Donc il n'y a pas de chiffre clair. Néanmoins, en recoupant et dans l'édition 2024 de la bière en France, je vais faire ce travail de calculer, parce que maintenant j'ai suffisamment d'informations sur les productions annuelles des brasseries pour le faire. Mais en gros, pour répondre à ta question, on est à peu près à 8% en volume et à peu près 12-13% en valeur. D'accord, ouais. Quand tu parles des brasseries en France qui sont, on va dire, assez grosses, en tout cas aux yeux des gens, tu parlais de Météor, mais qui n'ont pas le statut de grosses brasseries, sur ces brasseries-là, comment tu arrives à obtenir des chiffres de production? T'as des publications des brasseries, tu es en contact avec eux, c'est pas trop compliqué pour on va dire des brasseries un peu plus imposantes de collecter des chiffres? Bah, disons que les très grosses brasseries, c'est dans des articles de presse. Ouais. Météor, j'ai visité à plusieurs reprises, donc je connais l'équipe derrière, donc là il n'y a pas de souci. Puis ils l'affichent d'ailleurs sur leur site, donc il n'y a pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir les chiffres de production. C'est un petit peu en France une chose qui m'avait épaté moi en tant que Belge quand je suis arrivé. Parler de salaire, c'est compliqué. Mais parler de production, c'est c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça se démocratise, donc c'est quand même plus facile maintenant. Très bien. Tu vois, tu avais un peu anticipé là où je voulais en venir. On t'a donné la définition, en tout cas de la petite brasserie en France, qui est un cadre douanier en fait à la base. C'est une brasserie on donne un cadre pour autoriser aux petites brasseries d'avoir des droits d'accise réduits. Donc on parle d'une brasserie de moins de 200 000 hectos. Après il y a aussi d'autres critères. Il y a des critères d'indépendance, j'ai plus tout en tête. Alors là, Mais oui. Alors sur le plan légal, après,
tu t'arrêtes là. Tu peux avoir la brasserie artisanale, Oui. mais ça préjuge pas directement de sa taille, vu qu'en fait, ça veut dire qu'elle est inscrite au registre des artisans. Donc il y a eu plusieurs problèmes avec la DGCCRF, c'est-à-dire de brasseries qui s'appelaient artisanales et qui dans leur tête l'étaient parce que c'était vraiment des nano ou des micro-brasseries, mais qui derrière ne pouvaient pas utiliser ce titre. Oui, Donc, il y a une considération légale pour utiliser le titre d'artisan. Il faut avoir un minimum d'années d'expérience et être inscrit à la Chambre des artisans. Il y a un truc dans ce genre-là, non? C'est ça, oui. Alors après, tu peux aussi avoir une reconnaissance par la durée. Derrière, si tu prouves effectivement que, alors je n'ai plus cette durée en tête, je sais plus si c'est 3 ans ou 5 ans, mais c'est dans ces eaux-là, tu peux demander derrière à être artisan. C'est valable pas pour la bière, mais pour l'ensemble des métiers. Mais je pense que ça serait bien que on puisse s'entendre, ne fût-ce qu'à des fins de statistiques, sur ce que c'est qu'une petite, une moyenne et une grosse brasserie. Donc on parle de la même chose. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi je souhaiterais potentiellement évoquer dans un épisode prochain. Je pense que le sujet est assez complexe, mais est-ce que toi tu as déjà tu t'es fait une définition de ce que c'était la craft? Ou est-ce que tu l'associes justement à ce statut de petite brasserie? Alors, ma définition de la craft de mémoire derrière, ça repose en fait sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est l'artisanat, mais pas dans le sens artisan, mais dans le sens où on continue à utiliser des méthodes artisanales et non pas quelque chose qui est entièrement automatisé, même si l'humain reste nécessaire. C'est le deuxième pilier, c'est le volume de production, donc qui doit être faible, mais ce qu'on appelle faible pour la France n'est pas du tout la même chose que pour les États-Unis ou ailleurs. Donc on voit de nouveau la relativité de tout ça. La brasserie doit véhiculer certaines valeurs qu'on doit retrouver, que sont soit des valeurs d'engagement environnementaux, d'innovation, de curiosité, de créativité. Le quatrième pilier, c'est l'indépendance. Alors tout est relatif, quand on dit qu'une brasserie est indépendante, elle a quand même la plupart du temps un prêt, donc elle est dépendante de son banquier. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que elle est indépendante de brasseries ou d'intérêts plus gros qui pourraient se cacher derrière. Mais ce statut d'indépendance, il n'est pas un peu compliqué à définir justement? Ou est-ce qu'on parle uniquement d'indépendance vis-à-vis peut-être d'un grand groupe brassicole? Parce que on a dans les micro-brasseries, brasseries vraiment reconnues craft par le public, on a quand même des brasseries qui appartiennent à des distributeurs ou ce genre de choses, qui sont aussi des groupes impliqués dans le milieu brassicole, sans pour autant être des producteurs. Est-ce que on peut considérer ces brasseries comme indépendantes au statut au regard de ce statut de brasserie craft? Ben tu vois, c'est bien ça tout le flou qu'il y a. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. Même ce critère d'indépendance n'est pas un critère clairement défini. Jusqu'où on va. Et puis même lorsque des brasseries se regroupent partiellement ou totalement, comme on a pu le voir avec Fabulous French Brasseur, donc c'était Brit Brasserie de Bretagne et puis la Griette Brasserie Artisanale du Sud. Entre temps il y a eu Vézelay, il y a eu la Brasserie Dauphiné, etc. Est-ce qu'elles sont encore indépendantes? Ou lorsque tu as deux anciens acteurs du Nord que sont Duic, donc à Jeanlin, et Troismont à Saint-Sylvestre-Capelle, qui crée un groupe qui s'appelle The Beers Family en juin 2019, dans le but de mettre en commun leurs forces commerciales et une partie de leurs forces logistiques. Est-ce qu'ils sont encore indépendants? Donc c'est d'où l'intérêt, c'est un moment de s'asseoir autour d'une table, de définir quelque chose qui sera forcément imparfait, mais qui aura, parce qu'il y aura à trancher, et à un hectolitre près, tu vas passer d'une catégorie à l'autre, donc par définition, c'est imparfait, mais qui a au moins le mérite de structurer la réflexion et de pouvoir sortir des vrais chiffres qui soient représentatifs du secteur.
Et il n'y a pas à attendre grand-chose des autorités sur le sujet. Euh, Peut-être que c'est le travail des syndicats de brasseurs, des biérologues, des écrivains sur la bière de faire cela. Et du coup, je t'ai un peu coupé dans ton élan. On parlait des critères d'une brasserie craft et après l'indépendance. Ah oui, on en était resté à 4. On en avait fixé 3 pour le moment. Ah bah écoute, alors je me suis loupé parce que moi j'avais la notion d'artisanal la première, c'est-à-dire dans le sens artisanal par rapport au sens industriel automatisé. Le deuxième c'était les faibles volumes de production. Le troisième c'était développer certaines valeurs, hein, l'innovation, curiosité, créativité, le fait de mettre en valeur les humains qui sont dans la société plutôt que la société elle-même. Voilà, ça c'est des exemples. Le quatrième, c'est l'indépendance, c'est celui dont on est parti en discussion. Et puis le cinquième, pour moi, c'est alors il est plus discutable celui-là, mais c'est cette notion de terroir, de racine, mais qui est plus large que le produit en lui-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'une entreprise s'intègre dans son tissu social. À son échelle locale, comment elle participe aux filières amont et aval, comment est-ce qu'elle est-ce qu'elles achètent de l'orge locale qui passe par une malterie régionale, est-ce que ils achètent du houblon local, etc. Donc c'est aussi un critère, même si pour certains on peut être absolument craft sans revendiquer et sans avoir de lien avec le terroir. Donc voilà les 5 piliers. Mais c'est vrai que en gros, l'idée c'est quand même de valoriser plus les individus que leur société. Et donc, si on prend ces 5 critères, une définition d'une bière craft, et encore une fois, une définition d'une bière craft, parce qu'il n'y en a pas, et là aussi, ça serait bien de pouvoir le faire, ça serait une bière artisanale, produite en quantité limitée, par des producteurs indépendants, à la fois innovants, curieux, créatifs, et qui cherchent à mettre en valeur leur terroir. Très bien. Et je pense que il y a un vrai sujet assez complexe, cette définition de la bière craft, et qui est, mine de rien, assez dépendante de chacun et de chaque consommateur. Je pense qu'en effet, tu poses la question à un beer geek qui te fera pas du tout la même réponse que à un consommateur lambda pour qui la craft était encore un peu nébuleuse. Mais c'est ça l'intérêt, c'est que maintenant, finalement, les beer geeks, quelque part, ils voient ça dans leur bulle. Oui. Sous un prisme particulier, mais c'est pas eux qui vont faire les volumes qui sont nécessaires dans le futur pour que la craft continue à évoluer. Donc, le public qu'il faut toucher maintenant, c'est le grand public. Et toucher le grand public, ça va fort. Enfin, ceux qui ont voulu aller vers les petites brasseries, bon, maintenant, il n'y a plus un endroit en France où tu as une microbrasserie à plus de 30 km de chez toi. Donc, s'ils veulent le faire, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller chercher les gens qui ne viendront pas naturellement vers la bière, et ça passe forcément vers les grandes et les moyennes surfaces. Et je pense que là aussi, même si c'était vu dans le passé par les petites brasseries comme étant les gens peu fréquentables, on s'est bien rendu compte qu'ils ont joué le jeu pendant la crise Covid, qu'ils ont référencé pas mal de brasseries locales, et donc je pense que c'est le tremplin nécessaire pour faire que la bière dépasse les 8% en volume actuel de bière craft. Il faut toucher le consommateur. Et ça se fera pas nécessairement avec les tout petits, ou en tout cas pas directement en termes de volume. Ça se fera par les gros qui vont travailler sur le craft washing et faire de la pseudo craft industrielle, mais c'est surtout et c'est le secteur qui bouge le plus pour l'instant, les brasseries de taille moyenne, qui ont cette capacité d'être suffisamment proches encore du monde craft, parce qu'elles sont pour la plupart récentes, qui sont suffisamment jeunes, qui ont suffisamment de flexibilité dans l'outil de production, mais qui sont finalement capables de faire, on va dire, de la entre guillemets vraie craft, mais à un prix très compétitif.
Donc Mhm. c'est parce qu'il y a ça aussi quand même. C'est que si tu veux toucher beaucoup de personnes, tu ne peux pas continuer avec des cannes à 6 euros ou 8 euros derrière. Oui, bien sûr. Et, et puis c'est tant mieux. Parce que pour moi, la bière, c'est avant tout une boisson populaire. Mhm. Et ça doit le rester. Ça me gêne pas du tout qu'il y ait des bières chères, très chères. C'est pas ça. Et d'ailleurs, là, je tiens à le dire, j'ai absolument rien contre les beer kicks et je m'en considère comme en faisant partie. Hein. De toute façon, il n'y a pas qu'un type de beer kick non plus. J'avais même eu un bouquin, je me rappelle, américain sur le sujet où il définissait je sais plus, les 17 types de beer kick qu'il y avait. C'était assez amusant parce que je retrouvais les personnes autour de moi et assez facilement, je pouvais les ranger dans une autre catégorie. Mais voilà, là où ça va bouger beaucoup, où il va y avoir beaucoup de concurrence, ça va être dans le segment des brasseries de taille moyenne, entre les acteurs historiques qui ont survécu, hein, entre ceux qui ont démarré à 20 ans au début de la révolution craft et qui ont passé le cap, on va dire, des 10 000 hectos, et donc je pense à des brasseries du Mont Blanc, par exemple, et puis les petits nouveaux qui sont des industriels adossés à des financiers, à des distributeurs, Mhm. des gens qui se sont lancés dans la bière parce que c'est quelque chose sur lequel il y a des retours sur investissement, donc voilà, on est dans un mode start-up avec des objectifs très clairs, très chiffrés. Et ça, c'est tout neuf. Et des projets comme ça, il en pleut. Il y en a beaucoup dans les tuyaux. Mhm. Et on part avec des brasseries, je pense à Brick House ou à Nepo ou à Beaune plus récemment avec brasserie de France, Mhm. où derrière ils ont des projets à du 50 000, 100 000 hectos dès le départ. Oui. Et tu parlais de ces brasseries, justement, on va dire moyennes, brasseries intermédiaires, comme étant des brasseries capables de produire des bières typées craft à des prix plus raisonnables. Bon, on le voit, bah, toi tu cites Brickhouse qui, en effet, là, commence à rentrer en grande distribution et propose des canettes de 44 centilitres dans les 3 euros. Quelque chose qu'on a du mal à trouver ailleurs, et en restant sur des styles très typés craft, on est sur de la double IPA, de la New England, ce genre de choses. Euh, Tu penses que c'est vraiment une spécificité de ces brasseries-là, ou est-ce que ça pourrait aussi être faisable par une plus petite brasserie? Je vais prendre un exemple, mais si on met à part la volonté juste de produire des bières plus valorisées et bières à destination de bière geek, et qu'une brasserie, par exemple, comme Popin, qui fait 3000 hectos à peu près à l'année, serait capable de produire une gamme euh, plus, euh, plus accessible, tout en restant sur son matériel actuel, où ça demande vraiment des investissements différents? Bah, déjà, ça demanderait des investissements si tu veux faire plus de volume, ça Oui, bien sûr. c'est sûr. Après, bon, Popin, il est sur un marché de niche avec une signature finalement bien particulière et quelque part, il est un peu pris au piège de sa signature, c'est-à-dire qu'en gros, quand les gens prennent du Popin, ils attendent du Popin. Oui, Donc, si tu veux shifter vers autre chose, bah, tu vas devoir le faire petit à petit oui. en Mais c'est vrai que t'as des créant. brasseries comme ça qui s'enferment, enfin qui s'enferment. Et encore, je trouve que t'as une brasserie comme Popin, alors certes, est enfermé avec sa signature, comme tu le dis, il n'est pas enfermé dans la pire des pièces, parce que bon, il est sur les produits qui fonctionnent auprès des beer geeks, et je pense qu'il n'aura pas trop de mal à les vendre, pour le moment, en tout cas, sur son échelle de production. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec David de la brasserie Iron. Mhm. Lui, il est aussi enfermé dans une bulle, mais qui est encore complètement différente. Et lui, il en est au point où il me disait, je suis incapable quasiment de vendre une IPA ou une IPA, parce que les gens n'attendent pas ça de moi. Ce qui est dingue, parce que c'est quand même les styles les plus à la mode, les plus demandés. Et il est tellement enfermé dans une bulle par sa clientèle qu'il n'arrive pas à en sortir. Oui, mais pour en sortir, tu le fais pas du jour au lendemain. Je pense que c'est un Bien sûr. plan que tu mets en place. Hein. J'ai discuté avec pas mal de brasseurs en disant, bah, toi, tu ne fais que du houblon. Est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu seras encore là dans 5 ans? C'est une bonne question. Mais tu peux le faire en lançant des bières barriquées, en lançant des bières permanentes Mhm. uniquement disponibles en fût
pour t'intéresser, parce que souvent ces brasseries, elles sont distribuées au niveau national. Tu parles de la débauche à Angoulême, pendant 5 ans, il a pas vendu une bière à Angoulême, quoi. Mm. Donc il y a aussi le moyen pour elle d'essayer justement de jouer sur les deux tableaux et peut-être de chercher un marché local et de faire une gamme plus spécifique et moins typée en parallèle de ce pourquoi ils sont connus. Et d'ailleurs, j'encourage les brasseurs à avoir une bière dont ils soient fiers et qui soit abordable par tout un chacun et qui soit à un prix raisonnable. Voilà. Donc voilà, l'exemple typique d'un brasseur qui fait des choses incroyables, c'est David Desmar de la brasserie du Haut-Bouêche. Il continue à faire des trucs complètement fous comme sa tomate harissa, des Lichtenheiner bien foutus, enfin des bières quand même assez extrêmes, mais à côté de ça, c'est pas ces bières-là qu'ils font vivre. Il a quelques, non, mais bien sûr, mais c'est pas évident. Ils vendent une bière qui s'appelle la Pamela et elle fait 80% de son chiffre d'affaires. Alors, je cite un chiffre comme ça, je sais pas si c'est vraiment 80%, mais en gros, c'est cette bière-là qui le fait vivre. Et puis, lui, c'est son plaisir finalement de faire ce genre de produit pour éviter de s'enfermer dans un schéma métro, boulot, dodo. Bon, même si là où il habite, il n'y a pas trop de métro. Mais ce que tu disais, juste pour finir quand même sur être enfermé dans quelque chose, c'est quelque chose que je constate et j'ai rien contre Untapped, contre les réseaux de notation, mais ça y participe aussi parce que je connais des brasseurs qui sont dépressifs et angoissés à l'idée de savoir quelle va être la note de leur nouvelle bière et comment ça va impacter leur note globale dans le temps. Et là, je me dis, si t'en arrives à ce stade-là, c'est qu'au final, t'es plus indépendant et que tu rentres dans un schéma où tu produis plus ce que tu en vis et tu muselles ta créativité pour t'enfermer dans ce sur quoi on t'attend. Donc voilà, attention. Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Et sinon, on est aussi maintenant sur Utip, donc Utip Siroton le houblon. Merci pour l'écoute et à bientôt. Je vais revenir, on dézoome un peu, je vais revenir sur le sujet un peu plus global, où je voulais vraiment aborder avec toi le marché de la bière française et quel est son statut en 2023. C'est vrai que on entend souvent, alors sur les différents sites, blogs, podcasts, en fin d'année, début d'année, on a tendance à vouloir parler un peu des tendances à venir. Moi, je voulais aborder ça sous un autre angle, mais plutôt voir le marché global de la bière, plutôt que de dire qu'est-ce qui va marcher en 2023, c'est est-ce que déjà le marché, dans quel état il est qu'il est en bonne santé. Et avant d'en arriver là, je voulais qu'on évoque un peu d'autres marchés de la craft, notamment comment la craft est née et comment elle est arrivée en France. On connaît tous l'histoire de la craft qui est née aux États-Unis via la révolution du homebrewing et ce genre de choses. Est-ce que la craft est arrivée en France un peu par la même voie ou c'est plus par on va dire une sorte de mimétisme de ce qui s'est fait ailleurs? Bah oui, c'est un copier-coller de ce qui s'est fait aux États-Unis, mais avec une échelle de production qui est bien moindre. Hein. Un petit aux États-Unis, il est énorme pour la France. Après, ça a été une question d'hommes, de pionniers qui ont démarré. Hein. On prend l'exemple connu de Daniel Thirier. D'ailleurs est un des parrains du prochain Lyon Beer Festival et dont la thématique est justement le retour aux sources. Bon, il faut quand même s'imaginer que c'était quelqu'un qui a fait Sciences Po Paris et qui claque tout pour s'installer dans un petit village, Esquelbec, et lancer une bière, sa première bière qui s'appelait l'Esquelbec Blonde et qui en fait était la première bière vraiment houblonnée de France.
Et pourtant c'était vendu blonde, quoi, parce que de toute façon il pouvait pas l'appeler autrement, il l'aurait appelé Opipellel à l'époque que mais les gens se seraient demandé c'était quoi cette dénomination. Donc ce sont des gens comme ça finalement qui se sont installés dans la durée, et qui ont créé ces bases. Mais oui, même maintenant, si tu veux savoir ce qui va se passer en France, tu dois pas regarder uniquement le marché français, tu dois obligatoirement regarder ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, la tendance Beyond Beer, qui est de dire nous, brasseurs, on travaille la bière qui est un produit fermenté. Donc on a ce matériel, on a cette maîtrise, donc on est capable de produire d'autres types de produits fermentés pour diversifier le segment, toucher d'autres types de consommateurs, en particulier avec des produits moins alcoolisés ou des produits plus naturels. Je pense au kombucha ou autre. Mais ça, c'est par exemple aussi quelque chose qui vient des États-Unis et qu'on récupère et qu'on voit concrètement comme une tendance actuelle. Oui, c'est vrai qu'on avait tendance à dire, en tout cas sur le marché de la craft, que la France avait un retard sur le marché américain, comme si du coup elle le suivait. Au final, est-ce que c'est aussi une réflexion qui est valable sur la construction du marché et son état ? Est-ce que, on va dire, si du jour au lendemain le marché de la craft se casse la tronche aux États-Unis, on va se dire mince, dans 5 ans c'est pareil en France ? C'est plus compliqué que ça. Alors pour moi, la craft c'est pas une mode, donc il y a pas un début ou une fin. Par contre, c'est comme dans tout, on peut plus avoir des chiffres exponentiels de création d'entreprise et de dynamisme dans la durée. À un certain moment, il y aura bien un tassement qui va s'opérer, des regroupements, des achats, des fusions. Donc je pense pas que la craft se casse la gueule derrière. C'est pas une mode. À la limite, ça serait une succession continue de modes. Les IPA, les bières acides, les bières barriquées, qui reflètent le caractère innovant et créatif du mouvement. La bière craft, elle n'a pas vocation à devenir universelle non plus pour autant. Il y aura toujours des gens qui vont boire de la bière industrielle. Néanmoins, les valeurs, les codes spécifiques de la bière craft, maintenant, ils sont connus et on risque pas grand-chose parce que on assiste à la même chose dans tous les produits de bouche. Et donc, quelque part, ça s'inscrit dans une tendance bien plus grosse que cela. Un des gros risques, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu lasses le consommateur et tu arrives dans une fourchette de prix qui fait qu'il n'a plus envie de s'acheter ce genre de bière. Je veux dire, si tu mets plus cher, il faut derrière que le jeu en vale la chandelle. Il faut que monsieur tout le monde s'y retrouve et se dise oui, en effet, cette bière-là, je me suis pris une claque quand je l'ai bu, elle est 1 euro plus chère. Mais ok, c'est un bon investissement. Oui, est-ce qu'il y a aussi même si on vise un public ultra bière geek qui jusqu'à maintenant en tout cas est vraisemblablement pas trop freiné par le prix et qui continue à s'acheter ces canettes à 6-8 euros, est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand on voit le marché, en tout cas sur la bière houblonnée actuelle, qui pas dire se standardise, mais pas loin, quoi. Il y a vraiment une tendance qui est très globale. Est-ce qu'on va pas plutôt lasser le consommateur, même le consommateur le plus geek, avec tu le parlais un peu plus en début d'épisode, avec ces éphémères, toujours avoir de la nouveauté, mais au final des nouveautés qui se ressemblent. Ça va peut-être finir par uniformiser ça et se dire bon, on boit la Neipat chez Popin, on boit la Neipat chez La Débauche, on boit la Neipat je ne sais pas qui, mais on arrête de sortir 45 Neipas par an parce que c'est ce qu'on nous demande. Oui, on va plus loin que ça, et là le tarif même pour cette clientèle-là risque de rentrer en compte au bout d'un moment. De toute façon, je pense que c'est un public qui est excessivement versatile. Et puis, je sais pas si tu vois, il y a des brasseries dont on parlait énormément il y a 2-3 ans et dont on parle plus maintenant. Oui. On t'oublie très rapidement, donc c'est vrai. voilà. Encore une fois, ces brasseries, en termes de volume,
c'est peanuts. Mais on y attache beaucoup d'importance parce qu'en là, ces retours de houblon, les gens qui vont écouter ça, c'est justement pas Monsieur Tout le Monde. Next step, la prochaine étape, c'est vraiment de toucher justement le plus grand nombre et d'arriver à une bière craft accessible par le plus grand nombre. Mais ce qui n'empêchera pas derrière que tu auras toujours des produits très chialés, très typés, avec des coûts de production derrière et un packaging qui revendiqueront des prix plus importants. Bien sûr. Et alors, est-ce que, je sais pas si c'est une impression que j'ai ou si ça s'est vraiment fait comme ça, j'ai quand même le sentiment que c'est ces brasseries craft qui ont apporté une tendance qui s'est ensuite propagée. Dans le sens où j'ai la vague impression que on parlait pas d'IPA avant d'avoir bon, alors tu vois, tu parlais de Thirier qui était un des pionniers sur la craft en France et qui est venu vraiment apporter du houblon dans sa bière. Ça s'est développé au fur et à mesure, mais c'est vraiment arrivé à chaque fois de petites microbrasseries avant de remonter à des brasseries un peu plus intermédiaires et au final de voir des grands groupes industriels qui maintenant ont tous leur IPA. Alors pas forcément sur leur marque propre, on va pas voir une Heineken IPA, par contre dans tous les bars sous contrat Heineken maintenant on va avoir de la Lagunitas. Et on commence à voir à peu près la même chose avec l'évolution de l'IPA avec la New England IPA où on commence à avoir des grandes marques ou des plus gros groupes, enfin pas forcément groupes, des plus grosses brasseries, en tout cas en France, qui commencent à arriver avec leur Juicy IPA, New England IPA, je sais pas comme ils veulent les appeler, mais on voit des tendances qui ont l'air de partir du bas pour remonter vers le consommateur de masse. Moi, je dirais plutôt qu'elles partent du milieu. C'est-à-dire que des brasseries, si l'IPA est le style que j'ai envie de dire maintenant plus de 50% des Français connaissent, et de toute façon je pense qu'ils n'en connaissent pas beaucoup plus que celui-là, donc ça c'est un autre sujet, mais il y a un effort d'éducation à faire important du consommateur aussi si on veut l'accompagner pour aller plus loin, qu'il ne soit pas perdu face au rayon bière. C'est pas les petits qui ont lancé l'IPA en France, c'est Brewdog avec sa Punk IPA qui avait les volumes et qui l'a popularisé par les grandes et moyennes surfaces. Mmh. Ce qui a aidé après les petits certes, et puis les grands aussi parce qu'ils se sont mis, comme tu dis, à faire de l'IPA. Mais non, je pense pas que ce soit les petites qui aient réussi à faire connaître l'IPA au plus grand public. Mais par contre, c'est un super exemple. Ça prouve que tu peux toucher le grand public avec un style comme IPA, et t'aurais sorti ça à des brasseurs il y a encore 10 ans et ils se seraient moqués. Et encore maintenant, il y a des gens qui se disent que tout ça est un effet de mode. Les bières fortement houblonnées. En tout cas, toujours est-il qu'on se rend compte que si c'est une mode, elle est bien longue et elle reboucle, vu qu'on est capable d'avoir de nouveau de la créativité continue avec sans arrêt des nouveaux styles comme les Cold IPA, No Coast IPA et autres, mais aussi la volonté de revenir à des choses plus basiques, Old School IPA, West Coast IPA. Retour aux sources derrière, donc la preuve que c'est pas une mode, c'est qu'on reste dans le houblonné, mais avec un retour aux sources au sein même de cela. Donc ouais, je pense pas que ça va, que la partie du segment des bières fortement houblonnées va lasser. Peut-être les extrêmes vont lasser. C'est sûr qu'avoir un houblonnage à 50 grammes par litre, c'est pas, voilà, c'est pas. Non, mais c'est pas une critique, hein, je veux dire, mais. Non, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on voit comme pour l'exploit, on va dire, plus que pour la vraie consommation derrière. Tu vas vendre une fois une canette parce que t'as marqué dessus, elle fait 50 grammes par litre de dry hopping. C'est pas quelque chose que tu vas mettre en gamme permanente et sur laquelle tu vas faire des milliers d'hectos. C'est un bon moyen de te faire connaître. C'est vrai. Mais aussi de t'enfermer dans un schéma où on t'attend parce que la fois suivante, ça sera 60 grammes par litre. Si tu veux continuer, donc tu vois qu'à un certain moment il y a un début et une fin derrière, donc c'est sûr que c'est pas évident de continuer dans cette optique dans la durée. Mais ouais, je sais pas. Je vais essayer de faire une sorte de petit résumé de ce qu'on a fait jusque-là pour avancer dans la discussion. En grosso modo, on dit que les brasseries et les micro-brasseries ont encore un peu le vent en poupe en France. On a quand même
alors une accélération qui est moindre, mais on a toujours beaucoup d'ouverture. On voit que beaucoup de brasseries arrivent avec une maturité qui n'est plus la même qu'il y a quelques années. Alors aussi bien sur des formats de moyenne brasserie, comme je disais, on a vu des ouvertures comme Brickhouse, Nepo et ainsi de suite, mais même sur les petites brasseries, on voit que les brasseries se lancent tout de suite avec quelque chose de bien plus ficelé. On n'en est plus à l'époque où tu as une brasserie qui se lance avec des étiquettes vraiment très lambda, un peu artisanales, dans le sens un peu fait main, pas très travaillé. Tout le monde arrive directement avec quelque chose de chiadé, un beau marketing, ainsi de suite. Est-ce que même ces petites brasseries-là qui arrivent avec les codes de la craft ont un avenir sur quelque chose de plus grand? Elles seraient aptes à évoluer, à aller chercher plus de volume, ou est-ce que on reste dans des brasseries, comme tu le dis, qui vont peut-être s'enfermer dans un style, dans un schéma? Ouais, déjà dans les petites brasseries, celles qui s'enferment dans un schéma et qui sont celles dont on parle tout le temps, c'est une minorité. Oui. La plupart des petits brasseurs dont je parle sont des gens qui continuent à faire de la bière blonde, ambrée, brune. Parfois, en plus de la couleur, ils mentionnent le style derrière, ce qui a l'air sympa, hein, de dire voilà, c'est une bière blonde, et puis en dessous tu mets Pale Ale, English Pale Ale ou autre. Tu touches à la fois deux types de public et tu pousses le consommateur vers le haut. Mais ces gens-là, ils existent et continueront à exister dans le futur, et c'est eux qui font les principaux volumes de la bière craft. Si tu regardes, je sais pas moi, près de chez moi, une brasserie comme La Furieuse, ouais, ils te font des NAIPA, ce genre de choses, mais c'est pas ça qui fait leur volume, mais c'est essentiellement leur blonde, leur blanche, qui font les volumes derrière. Et en effet, tu vois, moi ça me fait penser, je réagis un peu à chaud, mais on évoquait plus de 300 ouvertures référencées sur Projet Amertume sur 2022. Là, comme ça, moi à chaud, je sais pas si je pourrais t'en citer plus de 5 ou 6, parce que forcément, je dois avoir en tête les plus médiatisés dans la sphère beer geek. Et pourtant, en effet, comme tu dis, elles ne représentent pas ce qui se fait dans la majorité. Voilà, c'est exactement ça. Bah écoute, c'est simple, hein, tu vas sur Projet Amertume, dans le bandeau du bas à droite, t'as la mise à jour, et là tu vas voir à chaque mise à jour les ouvertures, les fermetures, les déménagements, les nouveaux brasseurs nomades, etc. Et tu feras l'exercice de voir parmi cette liste, et tu verras que en fait, oui, plus de 9 sur 10 sont des brasseries dont tu n'as jamais entendu parler, et d'où l'intérêt. Moi, je bouge beaucoup en France pour aller dans un maximum de régions et rencontrer finalement ces brasseries. Après, je reçoa pas mal aussi de bières par la poste, donc je suis assez copain avec mon facteur qui au début râlait un peu parce qu'il devait se représenter à chaque fois parce que j'étais jamais là, et puis maintenant il signe lui-même les bons, s'il voit que c'est pas cassé, il me les met là où il faut, et tout le monde est content, et puis de temps en temps je lui offre une bonne bière et ça se passe bien. Mais c'est vrai que tout ça pour dire que je reçois aussi des bières directement de brasserie pour leur faire des retours derrière sur des produits annoncés ou des produits qui ont des problématiques, ou aussi tout simplement sur du positionnement par rapport à l'image qu'ils ont dans le cadre d'un lancement d'une gamme permanente. Est-ce que ce produit a sa place ou pas, voilà. Mais justement pas ceux qui me contactent, c'est pas les brasseries spécialisées dans les beer geeks. De toute façon, leurs produits, je peux les trouver finalement en allant dans les boutiques spécialisées. C'est des brasseries de taille intermédiaire qui font des produits de bonne qualité, et qui, par exemple, je prends un exemple, la brasserie, je pense que celui-là tu le connais, la brasserie du Comté, qui avait été médiatisée parce que la brasserie avait disparu lors des inondations, des coulées de boue il y a quelques années. Ils ont brassé du coup en gypsy, vu qu'ils avaient plus de petite production, chez trois brasseurs essentiellement de la région, et là ils ont leur nouvel outil de production, et donc l'idée derrière, ils en ont profité pour changer de taille, ils reprennent leurs recettes d'avant, et derrière l'idée c'est de voir ce qui a bougé tout simplement dans le temps par rapport à ce changement d'échelle. Tu vas avoir des rendements différents, tu vas avoir voilà quoi, c'est.
Et tu vois, en parallèle, j'étais en train de regarder justement sur ton site les mises à jour. Et en effet, il y en a beaucoup dont j'ai pas entendu parler. Je vais même plus te dire, il n'y en a pas beaucoup dont j'ai entendu parler. Et c'est dingue de voir le nombre d'ouvertures. Enfin, regarder la liste comme ça et te dire que tu fais quoi? Tu fais une mise à jour? Non, c'est pas forcément régulier. Je vois que tu en as fait plusieurs sur 2022. Tous les 2-3 mois. Tous les 2-3 mois, ouais. Ouais, ça dépend du temps de libre. Mais d'ailleurs, sur la prochaine, pour la première fois, j'aurai un nombre de fermetures qui sera à peine plus bas que le nombre d'ouvertures, un ratio ouverture-fermeture d'1,5, 1,5 à peu près. Et là, c'est vrai que c'est la partie inflation qui, pour l'instant, est parfois un peu la goutte d'eau aussi qui fait que les gens en ont marre. Ouais. Et c'est marrant, tu me fais une transition toute trouvée sur les sujets que je voulais aborder ensuite. Et je voulais d'abord, dans un premier temps, parler de ce qu'on a vécu pendant quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le Covid. Et comment les brasseries ont vécu le Covid. Parce que j'ai, moi, de mon sentiment, l'impression que il y a eu pas mal de mise en avant, en tout cas, du consommer local, mais forcément avec des échelles moindres, puisque on était confinés chez nous, on buvait des bouteilles, il n'y avait plus de distribution dans les bars en fût. J'ai l'impression que c'est une période qui a mis pas mal de cavistes en avant, et des cavistes qui, en post-Covid, maintenant, ont l'air de beaucoup souffrir. Je sais pas si le marché a forcément bien vécu cette passade. Normalement, non. En même temps, c'était une crise, donc. Mais écoute, de toute façon, dans une crise, dans une guerre, il y a toujours des gagnants et des perdants. Des perdants, évidemment. Donc, ça dépendait aussi de ton outil de production, parce que si tu ne faisais que de la bouteille, du fût, pardon, t'étais un peu mal barre, parce que là, il n'y avait plus personne pour te l'acheter. Donc ceux qui avaient la flexibilité en termes d'encanneuse, de chaîne d'embouteillage, etc., avaient beaucoup plus de chance. Mais ce que tu dis est vrai. Déjà le Covid-19, la bonne nouvelle entre guillemets, c'est que ça touchait tout le monde de la même manière avec les mêmes règles. Voilà. Petit, moyen, gros. On était sur une même base, ce qui n'est pas le cas de l'inflation pour l'instant. Et on a la chance dans le marché craft qu'il est très jeune, les acteurs sont jeunes, ils maîtrisent bien l'internet, et donc ils se sont créés finalement des canaux de communication. C'était la naissance du click and collect. Enfin, ça existait déjà avant, mais en tout cas, ça a été l'avènement du click and collect. Du coup, je pense que ça a permis à beaucoup de Français de se rendre compte qu'il y avait une petite brasserie à côté de chez eux. Et qu'au final, il en reste des choses positives de cette crise du Covid-19 par rapport à l'avènement de la bière locale. Il y a eu de la casse, mais elle n'est pas énorme. Et encore de la casse maintenant, vu que la plupart des brasseries sont en train de rembourser les aides d'État qu'ils avaient obtenues à l'époque. Donc voilà, la crise du Covid-19 n'a pas été la catastrophe annoncée. Là où il y a plus de problèmes maintenant, c'est la guerre en Ukraine et ce que ça implique en termes de spirale inflationniste, où petits, moyens, gros ne subissent pas l'inflation de la même manière. Je pense ceux qui ont des contrats pluriannuels d'approvisionnement sur le verre et donc qui ont des prix fixes, ou ça c'est souvent les gros acteurs sont mieux positionnés. Et puis le fait que même les petits acteurs, son voisin brasseur peut peut-être payer 6 fois moins cher son électricité que lui. Donc il y a beaucoup d'injustice et donc c'est une notion de trésorerie en fait pour l'instant. C'est combien de temps est-ce que tu peux tenir avec ta trésorerie, et est-ce que tu en avais une déjà au départ, parce que le plus embêtant c'est pour les gens qui démarrent. Qui ont des prêts, qui ont à rembourser, qui ont des salariés à payer, et qui sont dans une situation où en fait on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Là, on en est un peu. C'est un peu le rasoir à double lame des brasseries qui avaient plutôt réussi à bien passer la période Covid grâce aux prêts particuliers d'État et ainsi de suite, qui doivent commencer, comme tu le disais, maintenant à les rembourser.
se retrouves à devoir rembourser des prêts dans une période de crise et inflationniste, et qui en effet, comme tu le disais, là, impacte beaucoup plus les petits. Ça va être plus compliqué, et ça me fait, en fait, là, dans les fermetures que tu références, toi, tu arrives à connaître la cause de la fermeture? Alors, pas systématiquement, parce qu'en général, t'es moins enclin à parler de ton échec, Oui. même si j'ai envie de dire que c'est pas nécessairement un échec de fermer. Je connais pas mal de brasseurs qui se disent bon ben voilà, j'ai fait ça pendant X années de ma vie, maintenant je passe à autre chose. Mais en tout cas, ça n'a jamais été la concurrence qui a été le principal facteur de fermeture jusqu'à présent. C'était essentiellement des problèmes soit de santé, parce que c'est quand même un boulot qui est compliqué. Et si t'as pas la bonne ergonomie de travail, ton dos il souffre, etc. Donc ça fait quand même pas mal de problématiques possibles. Soit des problèmes, j'ai envie de dire, de montage juridique d'entreprise avec des gens, des associés qui veulent reprendre leur billes, etc. Et ça met la structure en péril. Donc voilà, c'était essentiellement ça. Mais maintenant, c'est clair que dans les fermetures qu'il y a ici, très ouvertement, c'est l'inflation. Hein. C'est des problèmes de trésorerie. C'est-à-dire que des pistes, tu peux en trouver. Hein. Mardi, je suis à l'Assemblée Générale de la bière de Provence, et justement, on va travailler sur toute une série de pistes qui sont à la fois comment est-ce qu'un organisme comme la bière de Provence, qui représente toute la filière dans une région déterminée, peut avoir un rôle face à l'inflation, et puis quelles sont les pistes qui sont plus générales. Mais il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Quand on est déjà à avoir des brasseurs qui brassent la nuit, pour avoir des tarifs de nuit, enfin c'est dément, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une alors je sais pas si je vais te demander de sortir ta petite boule de cristal. Est-ce que tu as une idée de ce qui nous attend pour les mois ou années à venir sur le marché de la bière en France? Comment tu vois les choses évoluer? Tout dépendra de l'inflation, et ça je pense que c'est super compliqué à dire. Il suffirait qu'il y ait un crash boursier qui se mette en place, qui rentre le crédit encore plus compliqué, et on voit qu'on n'est pas à l'abri de tout ça avec la fameuse banque américaine qui s'est plantée il y a 2-3 jours, et on voit les ondes de choc qu'on pensait ne plus jamais se reproduire arriver. Donc il y a tellement d'incertitudes. On ose espérer que l'inflation va se stabiliser, et que oui, il y aura eu beaucoup de pertes. Tous les gens qui ont eu soit qui n'ont pas eu la trésorerie pour y faire face, soit les gens qui se sont aussi dit qu'ils jetaient l'éponge parce qu'ils en avaient tout simplement marre, et que finalement Covid-19 plus inflation, trop c'est trop. Donc je pense que les brasseurs peuvent réfléchir en se disant parmi les pistes pour affronter cela, c'est tout simplement d'essayer de faire des économies, donc optimiser les rendements, faire des économies d'eau, réfléchir finalement à tout ce qui est récupération de chaleur, par exemple celle qui sort du refroidisseur à plaque pour chauffer le bâtiment, pour préchauffer l'eau du brassin suivant, réfléchir à tout ce qui est achat groupé entre brasseurs, voir si c'est possible de faire des achats en masse pour diminuer le prix d'achat, mais bon, il faut le stockage nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, médiatiser finalement ces difficultés financières pour participer et mettre la pression sur les élus locaux, et essayer de trouver des solutions au niveau politique. Mais bon, il n'y a pas 36 000 solutions. Même maintenant, le prix moyen d'un fût jetable de 30 litres, il est passé de 12 € à 17,50 €. Donc on dit c'est bien, l'inox revient dans le coup. Oui, mais enfin, il faut quand même te le payer, quoi. Et surtout que le prix de l'inox a aussi bien explosé. Oui, mais pas dans la même mesure. Oui. Heureusement, et puis quelque part, tu peux plus voir ça comme un investissement que comme 17,50 € entre guillemets
de perdu pour un fût qui était encore présenté il y a quelques années comme recyclable et qui maintenant on se rend bien compte qu'il n'y a pas la filière derrière pour mettre en place ce vrai recyclage. Donc là aussi on peut se demander. Oui, c'est vrai que moi je le vois de plus en plus dans les brasseries avec lesquelles je peux échanger. Il y a une vraie volonté d'aller développer l'inox. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc j'imagine que c'était déjà dans les petits papiers avant que tout explose en termes de tarifs. Mais l'inox demande quand même un investissement qui est outre le parc de fûts. Il faut avoir une enfuteuse, une laveuse de fûts, il faut le personnel pour gérer ça. Il y a quand même toute presque une restructuration à faire. Il faut du stockage parce que bon, il faut stocker ton parc de fûts. Donc Bah, tu as deux possibilités, hein. Soit tu le fais petit à petit et donc il y a une cohabitation entre les différents types de fûts derrière. Si jamais, je sais pas moi, est-ce que tu as la facilité avec laquelle tu dois récupérer ton fût consigné, si c'est pour envoyer ça à l'autre bout de la France, ben peut-être que tu partiras avec du Kikek ou autre. Mais en tout cas, il faut le faire d'une manière progressive, mais il y a aussi d'autres possibilités qui sont de faire la location de fûts inox. L'avantage derrière, c'est que tu n'as pas à gérer la sanitation de tes fûts. Oui. Tu récupères des fûts prêts au remplissage derrière et tu t'occupes même pas de la récupération des fûts derrière. Donc, bon, ça c'est un modèle économique, il faut voir ce qu'il y a. Après, en effet, une laveuse des fûts c'est cher, mais est-ce que t'as pas intérêt là pour le coup à mutualiser ce genre d'achat entre brasseurs quand tu réfléchis bien, tu te dis regarde le nombre d'unités de production qui est en France et regarde le pourcentage du temps durant lequel elle fonctionne. C'est peanuts. Donc en termes là aussi de comment dire aberration écologique, on est en plein dedans. Donc ce qui dimensionne une brasserie, c'est le bloc chaud, c'est le bloc froid, donc c'est les fermenteurs. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi de plus en plus de brasseries dans le futur qui vont mutualiser leur bloc chaud et avoir leur propre fermenteurs derrière et qui vont définir des calendriers de brassage pour se partager l'outil. Et là, pour le coup, des collectifs brassicoles derrière ont vraiment des rôles importants. Ouais. Très bien. C'est l'occasion de réfléchir à ça en période d'inflation, de réfléchir à tous les leviers que tu peux avoir et tu as des leviers que tu actionnes seul, mais tu as des leviers qui nécessitent de passer à une échelle nationale, et là c'est le SNBI, Brasseurs de France, et puis des leviers qui passent par des échelons intermédiaires, et donc je pense vraiment que les collectifs brassicoles régionaux dans le futur vont avoir un avenir et vont permettre des mutualisations de moyens et pour l'ensemble de la filière. Si je reprends l'exemple de la bière de Provence, ils ont pas mal de néo-blonniers, ils ont 2 sociétés de location de fûts, ils ont 3 membres qui sont des gens qui sont dans la consigne de bouteilles. Donc en fait c'est toute la filière qui finalement se met en place, et puis leur objectif pour cette année ou l'année prochaine, c'est la malterie régionale qui est le dernier maillon qui leur manque pour avoir leur bière de terroir. Donc on voit vraiment que ces initiatives locales, ces collectifs locaux pour des bières locales sont nécessaires. Très bien. Je sais pas s'il y a des sujets en particulier que tu voulais aborder et que j'aurais raté. Sinon, je pense qu'on va commencer à se diriger vers la fin de l'épisode. Ben écoute, non. Je peux te poser la question. Est-ce que tu as des sujets particuliers il y a plein de sujets que j'aimerais aborder, mais là, il faudrait qu'on prévoie un épisode de 8 heures, et je pense que c'est pas dans les cordes de mes auditeurs. Oui, ce serait très lassant. Mais en effet, non, il y a plein de choses qu'on pourrait développer. Tu vois, quand on a évoqué la définition de la craft, ce genre de choses, pour moi, c'est des choses qu'on peut aller chercher bien plus en détail. T'avais évoqué Untapped et ce que ça apportait, ou en bien ou en mal au milieu. Je pense que c'est pareil, il y a plein de choses à évoquer là-dessus, mais on va essayer de faire un épisode relativement concis et on reste sur un sujet
assez vaste mine de rien. Donc non, maintenant, ouais, si jamais toi dans la thématique, il y avait pas d'autres choses que tu souhaitais aborder, j'avais Bah, peut-être quelques autres questions, si, mais moi j'ai plus. simplement une Ouais, espèce de synthèse à dire, c'est bien qu'au sûr, vas-y. final, sortez de la bulle beer kick pour avoir une vision plus large et se rendre compte que on parle toujours des mêmes personnes. Ça pour moi c'est un message qui est assez important. Et encore une fois, j'ai rien contre les beer kicks et heureusement qu'ils sont là. Ils ont fait beaucoup de bien. Ils ont dépensé une énergie folle pour faire connaître le produit. Donc c'est très bien. Mais voilà, aborder la bière aussi comme quelque chose de plus universel, accessible, équilibré, facile à boire, parce que finalement, pour moi, la buvabilité d'un produit, son équilibre, c'est quand même le critère le plus important. L'effet waouh, bon ben comme tu dis, hein, tu bois une bière, c'est sympa, et puis tu passes à autre chose, quoi. Donc voilà, pour moi c'était 2 points que je voulais mettre en avant. Le troisième point, c'est bien entendu les hommes et les femmes qui se cachent derrière toute la filière et qui finalement nous donnent ce plaisir de décapsuler une bonne bière entre amis ou le soir en rentrant du boulot, et le fait que justement l'avenir de la bière passe par ces hommes et ces femmes, et qui occuperont une place de plus en plus importante vu que le consommateur veut savoir comment est fait le produit et qui se cache derrière. Mais si tu as une question supplémentaire. Eh ben, j'avais des questions, mais plus orientées sur ton activité, ta consommation de la bière, et surtout, moi, je voulais savoir si tu avais je sais pas, des bières, des brasseries comme ça, coup de cœur, ou qui t'ont mis une claque dernièrement, que tu souhaiterais partager avec nous. Alors en style de bière, je goûte absolument tout. Et je me le dois parce que l'idée, c'est que quand je suis membre du jury, dans un jury, on sait jamais sur quelle catégorie on va tomber. Donc forcément, tu as toujours des catégories un peu fétiches, et puis d'autres sur lesquelles tu es moins bon. Je m'en rends compte simplement parce qu'à chaque dégustation, je mets 2 notes, une note technique et puis une note de plaisir. Donc la note technique, c'est le produit par rapport au style, comment est-ce qu'il se situe par rapport à ce style-là, et puis après la note de plaisir, c'est finalement personnel. Est-ce qu'Emmanuel Gillard a apprécié ou pas le produit? Et donc au final, après, ça me permet de voir les styles que j'aime ou j'aime moins bien en termes de statistiques. Donc être universel, c'est important dans la dégustation, et ne pas boire que des Imperial Stout ou des bières acides, ou voilà. Et puis dans les brasseries qui m'ont bien plu, bah écoute, il y en a pas mal. Il y en a une pour l'instant que j'apprécie tout particulièrement, et qui est proche de Grenoble, et qui pour moi mériterait d'être beaucoup plus connue. C'est la brasserie Flore à Fontaine. Qui est quelqu'un qui est capable, qui est un vrai brasseur, hein, qui est capable de faire des super produits en fermentation basse, de faire des bonnes bières houblonnées, même si derrière, avec le matos qu'il a, il n'est pas en ISO, etc. Il a pas ce qu'il faut, mais surtout il a un travail absolument incroyable au niveau des levures et au niveau du barricage. Donc c'est quelqu'un qui est très érudit sur la bière, qui fait des choses ouais, qui sont vraiment sympas. Je sais pas si tu connaissais cette Ouais, brasserie, la brasserie Flore. j'ai pas eu l'occasion de goûter beaucoup de bières de chez lui, mais ouais, j'en ai déjà entendu pas mal parler, mine de rien, et ouais, je pense que du coup, je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Écoute, ça serait bien qu'il y ait un distributeur qui s'intéresse à commercialiser les produits de ce garçon. Ouais. Parce que je sais que c'est pour bien connaître Olivier, c'est pas nécessairement facile. Tu vas me dire, il a choisi la difficulté aussi, hein. Quand tu lui dis essaye de faire un produit pour Monsieur Tout le Monde, il s'offusque, hein. Ah ben non, moi je fais des produits qui me plaisent, et je dis ouais, mais t'as besoin de vivre aussi, donc voilà. Donc c'est un exemple d'une brasserie qui m'a sur 2022 a sorti des trucs qui étaient vraiment très sympathiques, en particulier pour ces fermentations mixtes. Ok. Eh bien,
je vais me pencher un peu là-dessus, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en entends parler. De mémoire, j'avais goûté, si je dis pas de bêtises, alors je sais plus, je l'avais croisé, enfin j'avais vu son stand sur un salon, mais je sais plus lequel, j'avais goûté une bière, mais c'est vrai que c'était dilué au milieu de beaucoup de dégustations. Faudrait que je me penche un peu plus dessus. Bah écoute, Très il bien. sera pour la deuxième année de suite au Lyon Beer Festival pour ceux Et bah c'est donc là que je l'avais qui nous croisé l'année écoutent. dernière, certainement. Ah, mais certainement. Très bien. Et autre question que j'avais qui va clôturer cet épisode, c'est pour tous les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ton activité, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te suivre et suivre tout ce que tu fais pour le milieu brassicole? Dans différents magazines pour lesquels j'écris, le plus connu étant Bière Magazine. Dans le prochain numéro, ce sera un article qui va travailler sur la définition légale de la bière. Donc on va repartir D'accord. du décret bière et essayer de voir en quoi est-ce qu'il est inadapté au contexte actuel. Et la preuve en est, c'est que la Direction générale de la répression des fraudes multiplie la documentation pour essayer de cadrer tout ça et faire en sorte qu'il y ait un cadre qui soit un peu plus structuré. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup de choses qui restent floues. Le deuxième, c'est le site Projet Amertume, donc sur un moteur de recherche, projet.amertume.free.fr. Le troisième, c'est la page Facebook. C'est là que j'annonce finalement la sortie d'un billet d'humeur, la mise à jour de la carte des brasseries françaises, les mises à jour en termes d'ouverture, fermeture, la mise à jour de la base documentaire sur le site. Donc voilà un petit peu les trois moyens. Et puis après, je dirais l'e-book la bière en France, donc qui est une parution annuelle, qui est un gros document. Un PDF de 1800 pages que tu peux charger donc dans la rubrique e-book du site Projet Amertume et qui s'intéresse au XXIe siècle, quoi, tout ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à maintenant. Alors on s'intéresse aussi à ce qu'il y a avant, mais l'idée c'est que ce document s'enrichisse dans le temps et finalement on garde trace de ce qui était tendance il y a 10 ans d'ici, et qu'on apporte aussi un regard ultérieur en se disant tiens, finalement ça s'est produit, ça s'est pas produit, on s'y attendait pas. Donc la bière en France, c'est un gros pavé dans lequel tu vas trouver toutes les brasseries qui ont eu au moins un jour d'activité depuis le 1er janvier 2000, trouver un panorama complet de la bière avec des centaines de thématiques. Ça peut être l'économie de la bière, la fiscalité, les circuits de distribution, les synergies entre brasseries, les grandes tendances du secteur, l'émergence des nouvelles filières malt et houblon, etc. Donc ce n'est pas limité à la bière, c'est vraiment toute la filière derrière, et je pense que c'est un document assez imposant certes, mais dans lequel on trouvera pas mal d'éclairage sur voilà la bière en France, comme son nom l'indique. Et le prix de cet ouvrage est libre. Et toutes les sommes que je récolte sont reversées au Resto du Cœur. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué particulièrement l'e-book jusqu'à maintenant, mais c'est un énorme travail aussi que tu fais, alors dans lequel on va retrouver la liste des brasseries, mais évidemment pas que. Et tu as toute cette partie, je disais, où tu consignes pas mal de choses sur l'histoire de la bière en France, sur l'évolution du marché récemment, sur tout ce que tu évoquais maintenant. On est sur... c'est vraiment un document ultra intéressant. Il y a à peu près 250 pages vraiment sur la partie filière brassicole française. Et puis tu vas trouver une deuxième grosse partie qui est en effet toutes les brasseries françaises ouvertes, fermées, nomades ou pas. La troisième partie, c'est toute une série de statistiques sur mes notes de dégustation, parce que j'arrive plus à les mettre, mes notes de dégustation dedans, parce que je dépassais les 20 000 pages et je ne trouvais pas d'outil qui était capable de faire un PDF sans se planter. Et puis la dernière partie, c'est les meilleures bières françaises, personnellement. Donc pour mon palais, voilà, en toute modestie, et classé par style, sous style.
et puis tout style confondu, mais en tenant compte aussi des bières de brasserie qui parfois n'existent plus. C'était aussi une manière de garder finalement cet aspect historique qui est important pour moi. C'est pas parce que la bière n'est plus brassée ou que la brasserie n'existe plus que ça n'en fait pas une des meilleures bières qui ait pu être dégustée. Voilà, tout à fait. Donc après, je sais pas, les brasseries qui m'avaient marqué à l'époque, comme les bières du Crépuscule, je sais pas si tu connais, mais ça me fait plaisir qu'ils soient dedans. Je sais pas. Ça fait plaisir qu'ils soient dedans. Parce que derrière, c'est une manière de garder la trace de ces gens qui à un certain moment ont fait des très bons produits. Il y avait l'atelier de la bière qui faisait des trucs sympas aussi. Enfin voilà, c'est garder trace de ce qui s'est passé, de ne pas être que dans l'instantanéité et dans le futur court terme. Ok. Et ben voilà, je pense qu'on arrive à terme de cet épisode. Merci beaucoup Emmanuel pour la participation. C'était passionnant. On a évoqué pas mal de sujets qui, mine de rien, je pense vont intéresser pas mal de monde, vont captiver l'audience. Donc encore merci pour ton temps. Et je rappelle pour tous les auditeurs que ils peuvent bien sûr retrouver l'épisode sur toutes les plateformes de podcast, et s'ils veulent laisser une petite note, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je te dis certainement à bientôt Emmanuel, je pense qu'on pourra se croiser sur des événements brassicoles. Avec grand plaisir, et puis je te dis merci Alexandre d'avoir songé à m'inviter, ça fait plaisir, et puis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, que ce soit en butinant ou en écoutant la totalité. Le podcast, c'est un format qui est assez sympa, je trouve, pour apprendre des autres pas nécessairement en se concentrant entièrement sur le sujet, mais en faisant d'autres choses à côté, c'est sympa. Ouais. Donc continue. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, salut. Au revoir.